Voilà, je suis très heureux d'animer cette table ronde sur la technologie et l'innovation sur la 5G. Donc, on va parler ce matin des nouvelles frontières de la 5G. Après 10 ans d'innovation, de R&D et un important travail de standardisation, la 5G arrive. Les enchères viennent de se terminer. Et une fois n'est pas coutume, une technologie arrive avec son lot d'acronymes un peu barbares, puisqu'on parle de DSS, Massive MIMO, Beamforming, Network Slicing. On va essayer de décrypter un peu tout ça. Donc la 5G, comment ça marche? Ce matin, pour en parler avec nous, donc Jean Varaldi, je le disais, vous êtes senior directeur chez Qualcomm, l'un des plus grands fabricants américains de puces. L'année dernière, vous avez mis sur le marché 650 millions de puces. Votre dernière grande puce 5G est la Snapdragon 685, qui est dans plusieurs téléphones 5G du moment. Ça fait 16 ans que vous êtes chez Qualcomm et vous étiez auparavant chez Nokia. Victor Arvidsson, rebonjour. Vous êtes en charge de la stratégie innovation chez Ericsson. Vous êtes un ingénieur télécom. Vous avez commencé votre carrière chez Bouygues et ça fait 20 ans pour votre part que vous êtes donc chez Ericsson. Ericsson, un des 3 grands équipementiers du marché. Vous avez récemment annoncé 100 contrats 5G. Alors peut-être ma première question sera pour vous, Victor. Par rapport à la 4G, finalement, quel va être, selon vous, l'apport technologique numéro 1 pour les opérateurs dès cette année-là, puisqu'ils vont lancer la 5G avant Noël? Alors, effectivement, la 5G, je pense que ce qui est important de noter, c'est qu'il y a un double apport. Il y a évidemment l'apport sur la partie radio, et c'est peut-être celui qu'on va voir en premier, c'est-à-dire des débits beaucoup plus élevés. Je pense que c'est la première chose qu'on peut espérer voir. Et ce qu'on a pu voir, par exemple, sur les premiers réseaux commerciaux, que ce soit en Suisse ou en Corée, c'est des débits où on peut gagner un facteur 10. On a eu des expérimentations, par exemple, certes dans un environnement un peu expérimental, avec des débits pics de l'ordre du gigabit. Donc, je ne suis pas en train de promettre que demain, tout un chacun aura un gigabit par seconde, mais l'idée, c'est qu'on va gagner un facteur 10 par rapport à ce qu'on voit aujourd'hui sur les réseaux 4G. Je pense que c'est la première chose qu'on peut voir. Et après, je pense que vous allez m'y amener après. Il y a aussi pas mal de choses sur le cœur de réseau et sur les services qui vont aussi changer. Et si on parle technologie, quelle est vraiment la brique technologique en fait qui va permettre ces débits multipliés par 10? Alors, il y a 2 choses. Il y a effectivement il y a la brique technologique en elle-même, c'est-à-dire des protocoles nouveaux, un peu plus, encore plus puissants, efficaces et affinés, des antennes aussi avec le beamforming et le massive MIMO qui permettent aussi d'augmenter le débit. Puis derrière, c'est aussi la largeur de bande de fréquence disponible. Les deux vont de pair. C'est aussi parce que dans la bande 3 Go 5 et plus tard dans les bandes millimétriques, qu'on arrive à attribuer plusieurs dizaines, voire près d'une centaine de mégahertz par opérateur, qu'on arrive à ces débits. Donc il y a les deux. Il y a à la fois du spectre supplémentaire dans des bandes plus larges et la capacité de la 5G de gérer des bandes plus larges, puisque la 4G ne gère que des porteuses de 20 MHz qu'on peut agréger les unes aux autres, mais c'est moins efficace que la 5G qui sait gérer une bande beaucoup plus large. Ça, c'est un aspect. Et après, effectivement, les protocoles en eux-mêmes qui sont plus efficaces pour gérer des débits plus élevés. Et puis les antennes 5G massives MIMO et beamforming qui permettent finalement de focaliser le signal là où est l'utilisateur, donc de créer moins d'interférences et aussi d'augmenter beaucoup plus la capacité du système. Peut-être Jean Varaldi, vous êtes d'accord? Quel est l'apport technologique numéro 1 finalement de la 5G là? Alors il est manifeste et il y a des indicateurs qui sont évidents par rapport à ça. Vous savez que depuis que les premiers réseaux 5G ont été lancés sur la planète, on parle beaucoup de la Corée, du Japon, des États-Unis, mais en fait c'est plus de 80 opérateurs qui ont déjà un service commercial 5G sur la planète. En termes de devices, on estime environ 400 millions de terminaux 5G qui seront sur le marché en 2021 et sans doute autour de 700 millions en 2022. Donc ça, c'est pas tombé par hasard.
Et c'est parce qu'il y a un véritable enjeu à apporter la 5G dès aujourd'hui, sans attendre des fonctionnalités qui arriveront peut-être dans 2, 3, 4 ans, mais dès aujourd'hui. Et Michael Trabia le disait tout à l'heure, hein, le premier atout, c'est évidemment, il est capacitaire. Il faut bien comprendre qu'en France, les opérateurs ont tous eu entre 70 et 90 MHz de nouveaux spectres. Globalement, ça double environ, hein, ça double les capacités spectrales qu'ils avaient jusqu'à maintenant. Donc c'est énorme. Hein. Au début de la 4G, les opérateurs avaient récupéré 20 MHz, 30 MHz, voire moins. Là, d'un coup, les opérateurs récupèrent entre 70 et 90 MHz dans un spectre qui est finalement très très proche de ce qu'ils avaient avant. Donc c'est un atout extraordinaire. Donc on a dit déjà à plusieurs reprises ce matin qu'il y a une véritable valeur ajoutée pour quelqu'un qui aurait un terminal 5G dans sa poche dès le lancement des services. Mais il faut aussi bien comprendre qu'il y a aussi un intérêt pour les usagers 4G. En fait, les systèmes de radiocommunication, c'est un système où le système est partagé entre tous les usagers. Donc il faut bien comprendre que si la moitié de cette salle-là, demain, a un téléphone 5G, eh bien toutes les bandes de fréquence 4G que cette partie de la salle utilisait, elles seront mises à disposition du reste de la salle. Donc globalement, l'expérience moyenne de l'utilisateur, pour un terminal 5G, bien sûr, elle va être très largement supérieure, mais pour quelqu'un qui a gardé son téléphone 4G, son expérience moyenne va aussi être très significativement améliorée parce qu'il y aura un certain nombre de personnes qui auront basculé sur la 5G. Donc c'est vraiment l'ensemble du parc qui va profiter de cette qualité de service améliorée. Et vous, du coup, au niveau des puces, quel est le travail technologique que vous avez fait pour concevoir votre première puce 5G? Comment est-ce que vous êtes arrivé à ce résultat-là et quels ont été un peu les challenges techniques à l'époque? Alors, la 5G, il ne faut pas voir ça comme un projet indépendant de tout l'écosystème de radiocommunication. En fait, la 5G est plutôt un aboutissement d'années et d'années de développement et de recherche. La 5G toute seule, c'est pas ce qu'on connaît aujourd'hui. La 5G aujourd'hui, ça va de pair avec la 4G, avec la 3G, avec la 2G, avec tous les aspects multimédia, avec toutes les capacités que vous avez dans votre smartphone, les capacités en termes donc d'audio, de vidéo, de caméra, d'intelligence artificielle. Ce que vous avez dans la poche, c'est une véritable perle, on va dire, digitale. Et la partie connectivité, finalement, n'est qu'un élément parmi beaucoup d'autres. Alors, s'il est difficile d'extraire uniquement la 5G, juste pour vous donner un chiffre, hein, donc Qualcomm, on est dans le domaine des radiocommunications depuis 25 ans. En 25 ans, on a déposé plus de 140 000 brevets. 140 000 brevets. Donc il y a 140 000 de Qualcomm, hein, d'autres acteurs ont d'autres brevets. Mais ce que vous avez dans la poche est couvert par plus de 140 000 brevets de Qualcomm. Et puis, pour donner un autre chiffre, en termes de R&D, sur les 20 dernières années, c'est plus de 60 milliards de dollars qui ont été investis dans notre R&D. Donc la puce 5G, elle est toute petite, elle fait 2 cm sur 2 cm, mais vous voyez que derrière ça, il y a beaucoup de choses et beaucoup d'efforts qui ont été investis. Alors maintenant, si on essaye de regarder juste la partie 5G, hein, qu'est-ce qu'il a fallu faire pour développer la 5G? Il y a eu plusieurs briques, je dirais. Il y a la partie vraiment purement, je dirais, télécom, hein, savoir démoduler, recevoir un signal 5G, émettre un signal 5G, ça c'est très très spécifique. Ça a été un travail qui n'est pas forcément le plus dur, mais qui a été un travail. Un deuxième travail qui a été à faire, ça a été vous savez qu'aujourd'hui, dans les terminaux d'aujourd'hui agrègent un certain nombre de bandes de fréquences. Alors il y en a beaucoup aujourd'hui des bandes de fréquences, hein. Il y a du 700 MHz, du 800 MHz, du 1800 MHz, du 2100 MHz, du 2600 MHz, du 3400 MHz. Enfin bref, vous avez un certain nombre de bandes qui sont toutes agrégées les unes aux autres. Et le nombre de configurations, un acteur comme Qualcomm est un acteur mondial, donc si on veut couvrir toutes les configurations de la planète, il y en a plus de 2000, si on agrège toutes ces configurations. Alors toutes ces 2000 configurations, elles ne sont pas toutes déployées, donc il a fallu regarder quelles étaient celles qui étaient pertinentes à développer, à tester. Donc il y a un véritable enjeu technique, bien sûr, mais aussi industriel. La 5G, ça ne vous a pas échappé, hein, elle est déployée partout dans le monde au même instant.
C'est la première fois en 4G. Certaines régions du monde avaient lancé avant, en 3G encore plus. La 5G, c'est la première technologie qui est déployée en même temps dans toutes les régions du monde. Donc un véritable enjeu industriel qu'il a fallu relever. Il y a une autre difficulté, enfin un autre challenge qu'on a dû relever, qui est lié à la 5G. Alors pas chez nous en Europe, pas en France en tout cas, mais dans certaines régions du monde ou dans d'autres pays européens, il y a ce qu'on appelle le millimétrique. Donc le millimétrique, c'est les ondes, en France les ondes c'est autour de 26 GHz. En fait là on entre dans une nouvelle dimension en termes de radio, nouvelle dimension, nouveau challenge. Les ondes millimétriques, on savait les exploiter jusqu'à récemment, mais par des gros systèmes de transmission avec des grosses antennes et des choses comme ça. La difficulté qu'on a dû relever, c'est de pouvoir utiliser ces ondes millimétriques pour des besoins de mobilité et pouvoir utiliser cette technologie dans un produit qui ressemble à un smartphone. Et ça, c'était un véritable enjeu qu'on a relevé. Il y a des réseaux commerciaux millimétriques aux États-Unis, en Asie. Donc ça, c'est quelque chose qui existe et qu'on verra peut-être en Europe et en France prochainement. Et du coup, vos puces 5G actuelles fonctionneront avec la 5G standalone, ou est-ce que vous allez devoir encore les miniaturiser, faire en sorte qu'elles puissent dialoguer avec plus de fréquences? Alors, là aussi, il y a toujours eu une évolution dans les systèmes de génération précédente. Entre le début de la 3G et la fin de la 3G, une dizaine d'années après, les débits avaient fait x10. Sans que vous soyez au courant, mais graduellement, année après année, on améliore les choses, on rajoute des fonctionnalités, et les débits avaient très largement augmenté. Pareil en 4G. Entre le début de la 4G en 2010-2012 et l'état de l'art de la 4G aujourd'hui, là aussi, on a fait entre x5 et x10 en termes de débit, sans que c'est généré un certain nombre de choses. Donc l'industrie est sur un cycle annuel. Chaque année, on apporte des améliorations à nos chipsets pour augmenter les performances, les capacités, et ainsi de suite, ainsi de suite. Mais ce qui est important, c'est que ça ne rend pas obsolète les précédents terminaux. En fait, la preuve est, c'est que vous avez tous certainement des vieux téléphones dans vos placards, des téléphones qui peuvent avoir 1 an, 2 ans, 5 ans, voire 10 ans, voire 15 ans. Eh bien, vous pouvez le prendre, l'ouvrir, mettre une carte SIM à l'intérieur et il marchera. Il vous rendra les mêmes services qu'il y a 5 ans, qu'il y a 10 ans. Il n'y a pas d'obsolescence. L'obsolescence, elle est liée à l'innovation parce que vous préférez finalement un terminal qui offre toutes les capacités d'aujourd'hui plutôt que le terminal qui offrait ses capacités il y a 5 ans ou il y a 10 ans. Mais les capacités du téléphone il y a 5 ans, elles sont toujours là en fait. D'accord, donc elles fonctionneront. Donc, alors pour répondre à la question, oui, tous nos composants vont pouvoir évoluer dans une certaine mesure. Après, il y a d'autres éléments qui feront que d'autres innovations qui feront que certainement on aura envie d'être sur les dernières générations des composants. Alors, si on retourne du côté des équipements, la 5G, c'est aussi le DSS, donc pour Dynamic Spectrum Sharing. C'est une technologie qui fait un peu polémique dans les télécoms, puisque certains opérateurs disent qu'en fait, ça va permettre de faire une fausse 5G, entre guillemets, et que ça va aussi dénaturer un peu le signal 4G. Victor, vous êtes à nouveau avec nous. Donc, Ericsson, c'est le grand champion, si on peut dire, du DSS. Pouvez-vous d'abord nous expliquer un peu comment ça fonctionne en fait? Absolument. Donc le DSS, l'idée du DSS, c'est que sur la même bande de fréquence, donc 4G, bande FDD, c'est-à-dire une bande directionnelle avec un canal uplink et un canal downlink, je puisse avoir des utilisateurs 4G qui verront cette bande-là comme une bande 4G, et en même temps des utilisateurs 5G qui verront cette bande-là comme une bande 5G, et suivant les équipementiers, mais enfin dans notre cas, toutes les millisecondes, le réseau c'est dire s'il bascule, s'il est en 4G ou en 5G. Après, faut être clair, pour nous, effectivement, l'intérêt principal de la 5G aujourd'hui, c'est d'abord de le déployer dans les bandes 3.5. C'est comme il vient d'être dit, comme je l'avais dit,
c'est là aussi qu'il y a des blocs de fréquences importants, et un des leviers importants pour avoir des bons débits, c'est les bandes de fréquences assez larges. Donc une logique, une logique assez communément admise et qui se fait assez largement, c'est de commencer par déployer par ces bandes-là. Après, ce qu'il faut voir aussi, c'est que progressivement, la 5G va aller adresser d'autres bandes de fréquences. Tout comme la 4G a démarré sur la bande des 2.6, et maintenant elle est assez largement présente en 1800, en 700, 800, et on peut la retrouver sur toutes les bandes de fréquences. Donc progressivement, même si c'est en général pas la première chose, mais progressivement la 4G va arriver, enfin la 5G pardon, va arriver sur d'autres bandes de fréquences. Et tout l'avantage du DSS, c'est de rendre cette migration extrêmement souple, puisque finalement, on ne force pas les utilisateurs qui ont de la 4G, qui sont contents de leur terminal 4G, qui ont envie de le garder le temps qu'ils ont envie de le garder, à basculer en 5G. Ils pourront continuer à être en 4G et avoir toute la qualité de service de la 4G. Néanmoins, les utilisateurs qui auront un smartphone 5G auront, eux, même sur ces bandes 4G, enfin historiquement 4G, auront les avantages de la 5G. Après, on peut voir aussi des opérateurs comme Telia en Suède, qui a lancé aussi la 5G avant l'été sur les bandes 4G, mais en expliquant que dès qu'ils auront les licences 5G dans la bande des 3.5, ils lanceront évidemment aussi la 5G dans les bandes 3.5. Donc, faut le voir comme un ensemble d'un écosystème un peu plus large. Et je pense que le bénéfice principal du DSS, c'est plutôt quand on va commencer à basculer les bandes 4G en 5G pour assurer une migration parfaitement souple et faire en sorte que les utilisateurs 4G puissent continuer à communiquer en 4G, que personne ne soit forcé à basculer plus vite, ou pour aussi éviter qu'il y ait la moindre perte de qualité de service pour les utilisateurs 4G. Donc du coup, vous dites quand il y a la concomitance 4G, 5G, c'est neutre pour les abonnés 4G. Ils n'ont pas moins de signal 4G. C'est ça l'objet de la solution. Et Jean, oui, est-ce que vos puces, par exemple, fonctionnent aussi avec le DSS, et qu'est-ce que vous en pensez plus globalement? Voilà, alors exactement, oui, il y a un pendant du DSS, il y a un pendant côté terminal, bien sûr. Donc on travaille avec Ericsson et d'autres infrastructures pour vérifier l'interopérabilité des solutions. Donc comme Victor l'a dit, en fait c'est un sujet plus global qui est de la migration technologique. Comme on a migré de la 2G vers la 3G, on a fait de l'UMTS 900, pour un autre acronyme, on a migré de la 3G à la 4G, et à terme l'idée c'est de migrer l'ensemble du spectre vers les technologies qui sont les plus efficaces spectralement et puis énergétiquement. Donc c'est dans le cours de l'histoire de migrer tout le spectre, mais de le faire de façon progressive, justement par rapport au parc de terminaux installés, et continuer à opérer avec le parc installé. Donc le DSS, en fait, c'est une option qui n'existait pas dans les générations précédentes. Dans les générations précédentes, les opérateurs devaient décider à un moment donné de dire, sur 20 MHz de spectre, je décide d'allouer 15 MHz à la technologie en place, et puis d'allouer 5 MHz à la nouvelle technologie. Et puis de faire une transition, on va dire, un petit peu arbitraire, en fonction du nombre de du parc installé, en fonction d'études un peu statistiques du nombre de devices de précédente génération par rapport au nombre de devices de nouvelle génération, mais de faire un choix un petit peu arbitraire à un moment donné. Et ça, effectivement, ça avait un contre-coup qui était que les terminaux de la précédente génération disposaient de moins de spectre. Cette technologie DSS, elle fait la même chose, mais de façon dynamique. Chaque milliseconde, le réseau va pouvoir regarder le type de terminaux qui existent sur son réseau, qui transfèrent sur son réseau, et pouvoir décider si le spectre va être utilisé en 5G ou en 4G. Donc c'est un progrès, et qui permet, on va dire, une migration plus souple et avec moins d'impact sur les terminaux existants. Donc pour vous, il n'y a pas de crainte sur le signal Non, au contraire, 4G. Ça permet de migrer la 5G de migrer vers la 5G plus rapidement et pour bénéficier de tous les avantages de la 5G, tout en conservant de façon optimale les services de la 4G existants. Et donc en fait, les craintes qu'on entend sur cette technologie, enfin c'est un moyen détourné pour critiquer peut-être l'agressivité commerciale de certains opérateurs qui voudront être les premiers et utiliseront du coup peut-être le DSS pour envoyer très vite de la 5G.
Bah, c'est de la 5G, ça restera de Ça la reste de la 5G, 5G ça pour vous. restera de la 5G, absolument. Hmm. Alors, la 5G, là, dès cet automne, va aussi apporter une autre technologie qu'on appelle le beamforming. Donc c'est l'idée, grosso modo, que les antennes sont intelligentes. Gilles Brégan hier avait une bonne image. Il disait que voilà, le beamforming et la 5G, en gros, ça va être un peu comme une brasserie avec un chef de rayon. Et dès qu'un client voudra commander un plat, hop, il envoie un serveur pour servir ce client. Il disait que voilà, le beamforming, ça va être un peu ça. Est-ce que vous pouvez nous expliquer voilà, comment ça fonctionne? Et pourquoi c'est important finalement? Oui, je vais peut-être commencer du coup. Donc le beamforming, l'idée c'est effectivement de concentrer le signal vers le téléphone ou le client qui passe l'appel. Et donc en fait ces antennes qui font du beamforming, ces antennes donc qui sont dites actives, sont capables de gérer 64 ou 32, enfin un certain nombre de faisceaux différents. Et donc, ils sont capables de suivre des dizaines d'utilisateurs différents en ayant des faisceaux de signal qui vont vers chacun de ces utilisateurs et qui savent aussi les suivre. On a fait des expérimentations de voitures qui roulent à 100, 200 ou 300 km/h et sur circuit, donc en l'occurrence. La technologie, c'est parfaitement suivre des mobiles qui se déplacent assez vite. L'intérêt, effectivement, il est double, c'est-à-dire que au lieu d'envoyer comme aujourd'hui sur les technologies 4G une patatoïde un peu plus large qui couvre une zone beaucoup plus large, on va effectivement réduire le signal à quelque chose de beaucoup plus pincé et qui va aller vers l'utilisateur, ce qui permet de réduire aussi le niveau d'interférence qu'on va créer par ailleurs, puisqu'en fait la capacité d'un réseau mobile aujourd'hui c'est vraiment lié au niveau d'interférence. Donc, pour reprendre la métaphore de Gilles Brégan, c'est quelque part un peu une brasserie où tout le monde parle, peut-être chacun se parle dans des langues différentes, on arrive à se comprendre jusqu'à un moment où il y a vraiment trop de personnes qui parlent en même temps, et là il y a une espèce de niveau de bruit général. Et donc l'idée de ce beamforming, c'est finalement, ça permet peut-être de concentrer la voix vers une direction et donc d'éviter de générer de l'interférence pour les autres personnes de la brasserie ou les autres utilisateurs. Donc ça permet d'augmenter la capacité du système, parce que finalement on peut être plus nombreux, puisqu'on va vraiment concentrer ce qu'on dit ou le faisceau sur une zone très précise. Et l'autre avantage, c'est qu'on va aussi réduire les émissions, enfin la consommation énergétique, puisque finalement, au lieu d'émettre un signal dans une zone vaste, finalement, je concentre le signal là où est l'utilisateur. Donc, il y a ces deux phénomènes-là qui sont apportés par le beamforming. C'est à la fois donc augmenter la capacité du système parce que je suis plus efficace, je génère moins de bruit. Et puis aussi, et c'est quelque chose qui est intéressant avec la 5G, c'est que les questions de consommation énergétique ont vraiment été prises en compte dans le design, dans la conception de la norme. Et ça, c'est un des éléments, le beamforming, c'est un des éléments qui illustre cette volonté de, dès le départ, avoir la solution la plus efficace en termes énergétiques. Sur le côté énergétique, est-ce que vous avez des chiffres? Parce qu'en fait, à mesure que tout le monde basculera vers la 5G, on aura donc énormément de faisceaux très concentrés, très puissants. Est-ce que au global, finalement, ça ne va pas augmenter la facture énergétique? Alors, les faisceaux, ils vont certes être concentrés, mais très puissants, non. Enfin, ils seront, c'est à peu près les mêmes niveaux qu'avant. Faut plutôt voir le faisceau comme je prends la patatoïde qu'il y avait avant et j'enlève les parties de la patatoïde qui ne servaient à rien et je reste concentré là où il y a l'utilisateur. Donc les faisceaux, enfin le niveau de signal respecte les normes, les seuils d'exposition. Donc voilà, enfin, je voulais juste un peu casser la métaphore du faisceau très puissant pour qu'il n'y ait pas de doute là-dessus. Après, effectivement, ce qu'on voit, nous, c'est que la 5G, c'est une technologie qui est de l'ordre de 10 fois plus efficace. Alors, certains parlent de 20 fois, mais on est au moins sur 10 fois plus efficace que la 4G
par rapport à un trafic équivalent transmis. Donc, pour le même nombre de bits d'information, je suis 10 fois plus efficace. Et en fait, il y a plusieurs éléments qui font cette efficacité. Il y a effectivement le beamforming dont j'ai parlé. Donc, malgré tout, effectivement, on pense que voilà, plusieurs faisceaux pincés qui s'additionnent, c'est quand même plus efficace que plusieurs grosses patatoïdes qui s'additionnent. Enfin, je dois être un peu caricatural dans la métaphore. Donc ça, on pense que voilà, c'est même quand ça va monter en charge, le bénéfice sera tangible, il sera peut-être encore plus tangible. Et après, il y a d'autres éléments aussi dans la norme, dans le standard de la 5G NR, donc pour la New Radio. C'est aussi le fait qu'on va être beaucoup plus efficace dans les données transmises. On va vraiment transmettre du signal que quand il y a des informations à transmettre. Alors que sur les générations précédentes, on avait tendance à, même s'il n'y avait pas beaucoup d'informations, à quand même transmettre un signal, parce qu'il y avait aussi un intérêt pour que les uns et les autres puissent s'ancrer sur un signal, de transmettre du signal. Mais là, donc avec la 5G, on est beaucoup plus dans une logique de ne transmettre que quand il y a de l'information. Donc ça, c'est le deuxième volet. Et aussi, on est dans cette, vous en avez parlé du massif MIMO. Donc avec le massif MIMO, c'est plusieurs faisceaux en parallèle. Et en fait, la norme, c'est aussi choisir le faisceau sur lequel j'aurais besoin d'émettre le moins d'énergie. Donc il y a aussi une intelligence qui permet de dire, voilà, il y a plusieurs trajets, je vais émettre là où le trajet nécessite le moins d'énergie pour faire arriver le signal. Donc il y a plusieurs composantes qui font qu'effectivement la 5G est plus efficace. Aujourd'hui, on parle d'un facteur 10, peut-être qu'on arrivera au-delà. Et on pense effectivement aussi qu'au fur et à mesure, on montera en capacité, la différence par rapport à une génération précédente sera encore plus flagrante. Et pourquoi est-ce que la 4G offrait pas cette possibilité? Est-ce qu'il y avait des barrières techniques ou est-ce que c'est plutôt des problèmes de standardisation? Enfin, pourquoi est-ce que ça arrive que maintenant en fait? Alors en fait, c'est pas comme s'il y avait rien dans la 4G, parce que des fois, c'est vrai qu'on peut entendre, c'est génial avec la 5G, on va avoir un peu le principe du stop and go, c'est-à-dire j'éteins l'équipement quand il émet rien et je le rallume quand il doit émettre. Il y avait déjà ces principes-là qui commençaient à arriver dans les générations précédentes, où par exemple on mettait en mode veille des équipements la nuit, où il y avait une série de choses qui permettaient de le faire. Mais disons qu'on va encore plus loin. Enfin, c'est un processus d'innovation itératif. On va encore plus loin. Je pense que la différence, c'est qu'effectivement, dans les générations précédentes, on concevait plutôt les réseaux pour réduire le niveau d'interférence. Et c'est vrai que l'effet induit, c'est que quand je réduis le niveau d'interférence, je réduis aussi la consommation du système. Donc, je suis plus vertueux d'un point de vue énergétique. Un réseau mobile, quelque part, il a des fondamentaux qui sont plutôt vertueux d'un point de vue technologique. Si je prends par exemple côté chipset et le côté terminal, ce qui est caractéristique d'un terminal, c'est qu'il a une batterie. La batterie, elle est petite, elle doit rentrer dans le terminal. Donc, je suis Qualcomm, je dois concevoir des chipsets les moins énergivores possibles pour que la batterie dure le plus longtemps et pour que le client final trouve que c'est satisfaisant et qu'il n'a pas besoin de charger sa batterie toutes les heures. Alors qu'en communication fixe, la question se pose différemment puisque les équipements sont en général sur le point. Donc, par design, un réseau mobile est plutôt pas trop énergivore. Côté terminal, on le voit. Et côté réseau, c'est un peu la même chose parce que finalement, je gagne aussi à être efficace en termes d'émissions pour ne pas générer des interférences et du bruit sur le système. Donc, par défaut, il y avait un peu cette conception-là depuis le début, depuis la 2G. Là, ce qui se rajoute avec la 5G, c'est qu'on prend encore plus en compte dans la conception du standard 5G, qui est développé depuis une dizaine d'années, cette notion d'efficacité énergétique, où vraiment on voulait concevoir un système le plus efficace d'un point de vue énergétique. Je dirais que dans les générations précédentes, c'était un effet induit parce que l'idée, c'était d'avoir des batteries qui durent le plus longtemps possible ou d'émettre le moins d'interférences et de bruit. Donc c'est comme ça que c'était conçu. Et après, on s'est dit, bah tiens, si on éteignait quelques équipements la nuit ou qu'on les mettait en mode veille, qu'on les réactivait au fur et à mesure que le trafic augmente. Donc voilà, on a procédé comme ça. Et puis de manière itérative, on s'est dit pour la 5G, et encore la 5G, la conception a commencé il y a 10 ans, donc ça fait quand même un certain nombre d'années qu'on se pose ce genre de questions.
Et ben là, effectivement, même dans le standard, on a voulu vraiment pousser encore plus loin cette réflexion sur l'efficacité énergétique. Peut-être Jean, qu'est-ce que vous faites vous pour réduire l'empreinte environnementale des puces? Vous êtes un peu aux premières loges de ce combat, vu que les smartphones de mémoire en France représentent plus de 80% à eux seuls de la facture environnementale. Qu'est-ce que vous faites? Alors, c'est dans les gènes de l'industrie mobile, et particulièrement des terminaux, de consommer le moins possible. Depuis le début des radiocommunications, comme Victor le disait, hein, le critère numéro 1 de son téléphone, c'était son autonomie. Donc il n'y a pas de technologie aujourd'hui dans le domaine du semi-conducteur qui soit moins énergivore que l'industrie mobile. Si vous comparez votre smartphone avec votre PC, il y a un facteur 20 ou 30 en termes de consommation. Et c'est vrai dans plein d'autres domaines. Donc c'est vrai que l'industrie mobile et des terminaux n'a pas attendu que la consommation et l'empreinte carbone soient, on va dire, et que la consommation électrique soit un fait de société. C'est depuis la conception, depuis les débuts des années 90, qu'il y a un travail qui a été fait dans ce cadre-là. Donc l'empreinte aujourd'hui, c'est le plastique, les terres rares à l'intérieur des terminaux. Ça, c'est effectivement, cette consommation-là, elle est liée à la vitesse d'innovation. Effectivement, l'innovation dans le domaine du mobile a été probablement beaucoup plus rapide que dans d'autres industries. Et donc, forcément, les gens ont envie d'utiliser les derniers services qui existent plutôt que les services offerts par votre smartphone d'il y a 4 ans, 5 ans ou 10 ans. Mais ça, c'est, on va dire, l'innovation qui a poussé les gens à utiliser les derniers services. Mais les puces en elles-mêmes, elles, de génération en génération, sont plus économes. Si on devait offrir les services actuels avec les technologies qui étaient mises à disposition de l'industrie il y a 5 ans, il y a 10 ans, vous porteriez votre smartphone avec une brouette. Hein. Donc il faut bien comprendre que un élément essentiel dans les smartphones, c'est ce qu'on appelle la gravure des chipsets. La gravure des chipsets, vous savez, un chipset, c'est des milliards de transistors et ils sont définis dans une certaine gravure, dans une certaine finesse des composants. Aujourd'hui, l'état de l'art, c'est 5 nanomètres. L'année dernière, chaque transistor est donc gravé en 5 nanomètres. L'année dernière, c'était 7 nanomètres. L'année d'avant, c'était 10 nanomètres. Et chaque fois qu'on change de gravure, on réduit sa consommation d'autant. Donc, quand on passe de 7 à 5, voilà, on va réduire de 40% sa consommation. Quand on est passé de 10 à 7, voilà, on a réduit de 30% et ainsi de suite. Et ça, chaque année, tous les 12 à 18 mois, on franchit une nouvelle barre. Et ça a permis d'offrir toujours plus de capacité de calcul avec une consommation qui était soit réduite, soit équivalente. Sachant que vos puces ont une durée de vie, comme vous le disiez, assez longue en fait. La durée de vie des puces, elle est encore un coup, vous pouvez ressortir un téléphone qui a 25 ans de votre placard, il marchera. Hein, non, la durée de vie des puces, elle est... Et là, vous pouvez aller encore plus loin, du coup, lors du passage de 5 à 3, ou je ne sais pas quel est le prochain standard. Mais... Aujourd'hui, l'état de l'art, c'est 5. Effectivement, il y a des travaux pour aller à 3 l'année prochaine ou dans 2 ans. Je voulais aussi parler du slicing. Alors ça va arriver un peu plus tard avec la 5G standalone. C'est donc pas pour tout de suite. Pourquoi est-ce que c'est important pour les opérateurs? Qu'est-ce que ça va apporter? Victor? Oui. Alors sur le slicing, on pourrait faire du slicing maintenant en 4G. Hein. Mais effectivement, ça va arriver avec le standalone, qu'on voit arriver, comme vous le dites, d'ici 2-3 ans. Après, je crois qu'il y a quelques opérateurs en Asie du Sud-Est qui veulent commencer à lancer du standalone en fin de cette année, en début d'année prochaine. Mais effectivement, je pense qu'en Europe, on est plutôt dans 3 ans. Donc, ce qui est intéressant avec le slicing, c'est déjà qu'est-ce que c'est? C'est une qualité de service dédiée par type d'usage, par type d'utilisateur. Donc, je demande tel service et j'ai une qualité de service dédiée pour mon usage. Ce qui est aussi possible dans la 5G standalone, c'est qu'on peut imaginer qu'un utilisateur, par exemple, prenons une voiture,
peut être connecté à plusieurs slices en même temps, ce qui n'est pas possible maintenant en 4G. Par exemple, ça, c'est une innovation. C'est-à-dire que je peux avoir une voiture qui peut être connectée à une slice très temps réel pour gérer ses interactions avec d'autres véhicules. Une autre slice plus peut-être entertainment à l'arrière de la voiture. Une troisième slice plutôt maintenance avec des choses pas très temps réel, mais des capteurs qui remontent des informations. Donc ça, c'est un des éléments. Donc je pense que le slicing, c'est aussi un élément extrêmement important parce que derrière, on peut être sur des services vraiment différenciés, beaucoup plus temps réel. On ouvre aussi tout le champ de ce qu'on attend de la 5G, par exemple dans le domaine de l'industrie, dans le domaine des transports, avec des qualités de service et des temps de latence de quelques millisecondes, qui permet d'imaginer l'industrie 4.0 avec des robots connectés, qui permet d'imaginer beaucoup plus des véhicules qui communiquent entre eux de manière temps réel. Donc, quelque part, ça ouvre beaucoup plus de champs d'application. Un des corollaires de ce slicing, c'est aussi d'imaginer d'avoir le réseau au plus près de l'utilisateur. Parce qu'en fait, c'est vrai que si le slicing, la 5G avec le slicing, enfin, la 5G standalone permet d'arriver à des temps de latence, c'est-à-dire des temps d'interaction de l'ordre de la milliseconde, et que derrière, j'ai mon cœur de réseau qui est à 1000 km de là, sachant que sur la fibre optique, je fais 200 km en une seconde, c'est un peu dommage de se rajouter 10 millisecondes si le réseau 5G permet de faire les choses en une seconde. Donc, ça a du sens aussi d'associer à ce slicing du edge computing, où je vais mettre la partie computing au plus proche de l'utilisateur. Donc, au plus proche, c'est à minima dans un rayon de 100 km. 100 km, ça fait un aller-retour en 1 milliseconde. C'est assez raisonnable. Donc, à ce slicing, on imagine aussi des choses autour du edge computing. Et c'est vrai qu'un troisième volet qui est aussi intéressant, c'est que ça permet aussi d'imaginer pas mal d'usages autour du machine learning ou de l'intelligence artificielle, où finalement, avec la 5G, je peux faire remonter une information au réseau, la décision peut être prise et la réponse peut être envoyée, par exemple, au robot industriel qui, au vu de ce qu'il a vu et de la décision qui a été prise, prendra telle ou telle décision, ou même un véhicule autonome qui filme voilà, une image. Est-ce que c'est un obstacle sur la route ou est-ce que c'est juste un sac plastique qui virevolte? On peut aussi avoir du machine learning derrière pour prendre des décisions très rapidement dans cette logique où je vais associer finalement la 5G pour la connectivité fiable avec un temps de latence très faible, du slicing pour garantir une qualité de service pour ces cas d'usage critiques temps réel, du edge computing pour avoir la décision au plus près et pas me rajouter 5 à 10 millisecondes de transport supplémentaire. Et puis après, du machine learning ou de l'intelligence artificielle pour arriver à prendre des décisions rapidement. Donc, c'est une forme de triptyque et c'est vrai que le slicing est assez au cœur de cela. Et du coup, en termes de réorganisation des réseaux, qu'est-ce que ça implique pour les opérateurs télécoms? Ça a l'air assez lourd quand on vous entend. Est-ce que ça veut dire, par exemple, voilà, des dépenses de cloud plus importantes pour faire ce edge? Est-ce qu'on peut chiffrer tout ça, par exemple, aujourd'hui? Alors, je pense que ça peut être de toute façon de manière très progressif. Si on prend déjà, il y a toute une série de cas d'usage qui ne sont pas dans cette logique de temps réel absolu. Donc, après, il y a des nouveaux cas d'usage qui arrivent où on aura envie d'avoir ces temps de latence très faibles. Donc, on pourra avoir une partie du cœur de réseau qui sera un peu plus près. Si je vous avais parlé tout à l'heure de 100 km comme étant, par exemple, Après, il y a un débat. Hein. Enfin, je veux dire, la technologie est en train de se bâtir. Il n'y a pas de vérité absolue. On dit des choses. Certains ont des visions un peu différentes. Ça peut être plus ou moins acéré, plus ou moins proche. Mais je pense qu'une lecture, en tout cas, qu'on peut avoir maintenant, c'est de se dire, pour certains cas d'usage très temps réel, ça a du sens de se dire, tiens, soyons dans le rayon de 100 km, puisqu'on est avec ce temps très court de transport sur la fibre optique pour y arriver. Et donc, si je répartis la France dans des carrés de 100 km, enfin, ou dans des cercles de rayons de 100 km, finalement, on en est à quelques dizaines pour couvrir toute la France. Donc, ce n'est pas non plus une révolution complète. Donc, voilà. Et en plus, ce n'est pas tout le cœur qui doit être dédoublé à cet endroit-là. C'est une extension du cœur pour gérer une partie du trafic, sachant qu'il va communiquer par ailleurs avec d'autres éléments du cœur de réseau. Donc, on n'est pas en train de dire
je suis en train de décupler 100 fois mon cœur ou 30 fois mon cœur. Donc, je mets quelques éléments au plus près. Et après, il peut y avoir d'autres configurations. On peut se dire, par exemple, j'ai une usine, j'ai une attente extrêmement forte sur la qualité de service parce que si j'ai un problème, finalement, c'est des pertes peut-être de production de plusieurs millions ou dizaines de millions. Donc, je peux demander à mon opérateur d'installer le cœur de réseau et les serveurs sur le site de mon usine pour m'assurer que tout est vraiment colocalisé, que j'en ai la pleine maîtrise. Mais donc, si je fais ça, si je demande ça à mon opérateur en tant qu'industriel, c'est parce que j'aurai un business case et que ça sera pleinement justifié de le faire. Donc, je pense qu'il faut être lucide aussi. Tous ces déploiements, ils vont être aussi associés à des business cases qui vont justifier de faire ces adaptations. Donc, c'est pas des surcoûts comme ça. C'est un volet d'un business case. Jean, on a l'impression que cette technologie du slicing est intéressante, surtout si les industriels s'emparent de la 5G. On voit qu'en France, pour le moment, il y a assez peu d'intérêt. Est-ce que, du coup, le slicing va quand même être utile ? Donc effectivement, le slicing, c'est un mot qui est très largement employé dans notre industrie et sur lequel il y a beaucoup d'attentes. Pour faire très simple, enfin, ça s'applique aussi au monde industriel, mais aussi au monde des particuliers. Un exemple que tout le monde comprendra, on pourrait imaginer que les gens qui regardent Netflix sur le mobile aient une qualité de service, une bande passante qui soit garantie par son opérateur. Alors là, effectivement, ça va poser un certain nombre de questions, de savoir qui gère ces slicing. Est-ce que c'est le fournisseur de services? Est-ce que c'est l'opérateur? Est-ce que c'est l'OS, enfin l'OS, le device lui-même? C'est certainement un peu des trois. Donc une des difficultés dans le slicing, autre que l'aspect technologique, ça va être vraiment dans sa mise en œuvre et dans son contrôle et dans son exploitation donc par l'ensemble de l'industrie. Il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de discussions autour de ça. C'est un véritable enjeu qui est encore un coup plus un enjeu, on va dire, industriel, on va dire, que technologique finalement. Et vous, là aussi, vos puces sont prêtes pour le slicing, alors? Oui. Alors aujourd'hui, les puces actuelles savent gérer jusqu'à 8 slices dans un terminal. Donc on peut offrir fournir 8 qualités de services différentes renseignées par le réseau aux applications qui tourneraient sur un terminal ou sur un produit équipé de 5G. Bien, merci beaucoup. Il nous reste 10 minutes, donc si la salle veut poser des questions, vous êtes les bienvenus. Un micro ira vers vous. Bonjour, je suis Thomas Hervieux de la société LD. En fait, j'ai deux questions pour la personne de Qualcomm. Vous avez parlé de 2000 bandes de fréquences tout à l'heure. Je voulais savoir si... En fait, j'avais deux mini-questions. Je voulais savoir s'il y avait des limites en donné à la capacité d'une puce d'accepter des bandes de fréquences. Et la deuxième, c'était aussi de savoir si vous feriez un jour du MIMO au niveau des puces pour améliorer la liaison montante. Alors, comment ça marche? Oui. Alors, quand je parlais de 2000, c'est 2000 configurations. Donc, c'est autour de 2000. Je ne connais pas le chiffre exact, mais c'est autour de 2000 configurations différentes et d'agrégations qui sont possibles. Donc ça, c'est la première question, première réponse. Deuxièmement, il y a aussi effectivement des limitations. On sait gérer 4, 8, 10, 12 fréquences différentes à un instant donné dans un téléphone. Ça, effectivement, il y a des limitations qui ne sont pas les mêmes selon qu'on ait un téléphone premium, milieu de gamme ou entrée de gamme. Il y a des caractéristiques qui sont différentes. Et sur la partie MIMO, donc en descendant, on le gère déjà, ça, vous le savez. Et sur la partie uplink, c'est effectivement, il y a
il y a toujours dans toutes les features, il y a toujours un ratio de bénéfices par rapport à complexité, coût et consommation à étudier. Il n'y a rien qui empêche techniquement de le faire, il y a juste le bénéfice qui n'est peut-être pas forcément aussi significatif pour le déployer à ce stade. Sur la partie uplink. Downlink, c'est déjà le cas. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bonjour, j'avais une question sur la partie slicing. J'étais frappé par votre exemple sur Netflix. Dans quelle mesure est-ce que c'est compatible avec le droit, tout simplement, et la neutralité du net? Et est-ce que ça ne va pas être un obstacle à la mise en place de ces solutions technologiques? Je disais que ces choses-là doivent être regardées justement pour qu'elles soient effectivement conformes à la législation, bien évidemment. Peut-être que Sébastien Soriano nous éclairera sur ce point. Mais juste peut-être pour réagir là-dessus. Après, je pense qu'il y a aussi... je pense que c'est au régulateur de s'exprimer là-dessus. Mais il y a plusieurs dimensions. C'est vrai qu'on pourrait imaginer d'avoir une qualité de service dédiée pour un fournisseur de flux vidéo, mais on peut aussi imaginer d'avoir une qualité de service dédiée pour tous les fournisseurs de streaming vidéo, donc pour le service de streaming, et donc du coup le droit à la concurrence est respecté. Et après, de manière plus générale, effectivement, je pense que un des fondements finalement de la 5G, c'est le slicing, c'est la capacité d'offrir des qualités de service dédiées par rapport à des usages très différents. Et ça existe aussi déjà aujourd'hui, il y a des qualités de service dédiées, il y en a deux qu'on voit tous les jours. Il y en a une, c'est la voix sur le mobile, c'est-à-dire que quand vous faites du streaming, enfin du surf data sur vos téléphones portables et que vous recevez un appel voix, la voix préempte la data et vous permet d'avoir votre appel voix. Donc il y a une priorité qui se joue et vous êtes très content que la voix préempte votre data sur le téléphone. De même, à la maison, sur la box à la maison, le flux TV préempte la capacité sur le flux Internet. Donc, c'est des choses qui existent déjà, qui sont clairement au bénéfice de l'utilisateur et on est très content que ça se passe comme ça. Donc, effectivement, c'est un sujet, mais je pense qu'il faut avoir un regard ouvert sur cette question-là et voir le bénéfice pour l'utilisateur. Et c'est vrai que si ça se fait de manière transparente et discuter de manière collective, je pense qu'on va se rendre compte qu'il y a certains cas où ça a beaucoup de sens. Et après, effectivement, il y a des applications industrielles pour peut-être des services d'urgence, des ambulances connectées, des solutions de véhicules connectés, où je pense que c'est au régulateur de dire ce qu'il a envie de faire, mais on peut imaginer que ça a du sens de permettre à ce type de cas d'usage très temps réel d'avoir une qualité de service dédié, tout en s'assurant que par ailleurs le service de connexion pour nous tous maintienne sa qualité de service. Donc voilà, je pense qu'il faut avoir un regard ouvert là-dessus, mais se rendre compte qu'effectivement ça se fait déjà pour certaines configurations dont j'ai parlé, et que ça a du sens d'imaginer un réseau qui tourne un peu de cette manière-là, en le faisant de manière transparente pour effectivement respecter les principes de la neutralité du net qui sont qu'on puisse accéder dans des bonnes conditions à tous les sites, tous les contenus légaux, tout en gérant au mieux le réseau, sachant qu'un réseau télécom, de toute façon, il ne fait que gérer des priorités. Donc voilà. Peut-être le temps pour une dernière question de la salle. Bonjour, Vincent Humbert, EDF, R&D. On a dit tout à l'heure que la 5G était l'outil qui allait être le plus utilisé sur toutes les fréquences. Qu'est-ce que Qualcomm pense de l'utilisation des bandes entre 400 et 450 pour faire de la 5G? Toute fréquence est bonne à prendre pour déployer la meilleure technologie qui existe. Donc après, c'est une question d'opportunité d'un point de vue économique en fait.
C'est vrai que la bande 400-450 MHz, c'est pas une bande qui est la plus répandue, on va dire, à l'échelle de la planète, mais qui est bien sûr candidat pour être éligible à la 5G. La 5G, elle a été pensée en fait pour servir plein d'industries au-delà du monde télécom classique. On parle de 5G dans le domaine aéronautique, dans le domaine des satellites, on parle de 5G pour des réseaux privés, on parle de 5G, enfin c'est vraiment une technologie qui est assez agnostique finalement des bandes sur lesquelles elle pourrait opérer, bien sûr. Bien, merci à tous les deux, Victor et Jean, et merci aussi au public pour les questions.